crois qu'on va regarder ça. Hein. Il y a cette volonté très virile de vouloir faire quelque chose de spectaculaire et en éliminant une personne, de faire peur aux ennemis. Un chef du Hamas assassiné par les services Écoutez bien, parce que cette histoire, elle est rocambolesque, hein, pour ceux qui la connaissent pas, le Dubai Gate. secrets israéliens. الموساد لا يأتي إلينا ليبقى هناك. You saw too many movies about James Bond. Ce qui n'est rien d'autre qu'un assassinat. Voici l'histoire du Dubai Gate, comment une opération secrète du Mossad a été révélée au monde entier. Nous sommes le 20 janvier 2010 à Dubaï. À l'Al Bustan Rotana Hotel, une femme de ménage retrouve un corps inanimé dans la chambre 230. Ah ouais, t'as vu, c'est quoi leurs arguments de défense? Les gars, on n'est pas dans James Bond, vous croyez trop dans un film. Mais en fait, plus c'est gros, plus ça place. C'est pire que James Bond, frère, l'histoire. La police de Dubaï identifie le corps d'un cadre du Hamas, l'organisation islamique qui contrôle la bande de Gaza. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup au Moyen-Orient, en Iran, en Égypte, au Soudan, au Yémen. Bref, dans des endroits pas faciles à atteindre pour le Mossad. Et il y a un endroit, en revanche, où c'est un petit peu plus facile, c'est Dubaï. Mahmoud al-Marbou naît en 1960 dans le camp de réfugiés de Djebalia, situé dans la bande de Gaza. À l'âge de 18 ans, la Chine est peut-être sur le point de mettre en place une solution à deux États, une réunion à l'un entre la Chine et le Hamas, Fatah, ce qui est historique. Mais la Chine, ils vont rien mettre en place. Ils peuvent mettre en place leurs idées, mais dans tous les cas, Israël ne laissera jamais une solution à deux États. Il faut comprendre que, les gars, il y a des langues de bois de fou, il y a des mensonges. C'est même plus des langues de bois, parce que la langue de bois, c'est le fait de dire à demi-mot des choses ou de tourner autour du pot. Mais eux, c'est vraiment, ils mentent gueule fraîche. Hein. La plupart, tous ceux que vous voyez, les défenseurs d'Israël, ils mentent comme ils respirent, et c'est terrible de voir des gens mentir sans état d'âme comme ça. Genre, on dirait qu'ils croient à leur propre mensonge, c'est de la folie. Comme l'autre, là, Raphaël, je ne sais quoi, là, qui est venu sur un plateau de je ne sais quelle télé dire mais il n'y a pas de génocide. Il l'a répété au moins 10 fois. C'est impossible. L'accusation de génocide à Gaza n'a aucun sens. Pour encore une fois continuer la discussion que j'avais avec Rima Hassan la semaine dernière, pour dire les choses, la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud a demander à Israël de prendre des mesures conservatoires pour éviter que les Palestiniens, en parlant d'un risque génocidaire. Non. Mais effectivement, il n'y a pas aucune instance internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide. Il y avait un génocide. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif, il y a eu des génocides au XXe siècle. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. J'y peux rien. Donc, ça reste faux. On peut le répéter à l'infini. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide. Parce que plus on veut c'est du bourrage de crâne. Plus on vous le répète, plus vous allez peut-être le croire. Il dit il n'y a pas de génocide. Non, pas, je ne crois pas que ce soit Glucksmann. Il n'y a pas de génocide. Il a dit au moins 20 fois. Et c'est pas le seul. Il ment tout sur tout. Ils mentent tout sur tout. Et notamment sur la solution à deux États. C'est là que je voulais en venir. Quand ils vous disent à la télé, les Palestiniens ont rejeté la solution à deux États. C'est des mensonges. Leur solution à deux États, c'est bien beau de dire ça, c'est un raccourci Mario Kart, parce que leur solution à deux États, c'est écraser les Palestiniens en ayant une part beaucoup plus importante. On rappelle que quand les terres elles ont été partagées hyper... Le déséquilibre était fou. Quand il y a eu un partage des terres... C'était en 47, il me semble, le partage des terres. Et en fait, c'est sur ce truc qui se base. En fait, les Israéliens, ils sont dans l'hypocrisie de dire « Non, mais vous avez refusé la solution à deux États. » Bien sûr qu'ils ont refusé. Vous êtes arrivés dans un pays, vous avez dit « Bon, les gars, on va prendre 70, voire 80% du pays. Et les terres les plus intéressantes, et on vous laisse le reste. » Bien sûr qu'elle a été rejetée. Et eux, hypocrites et menteurs qui sont, ils vont venir à la télé vous dire « Les Palestiniens ont rejeté la solution à deux États. » Comme si ils ne voulaient pas du tout de juifs sur les terres, alors que c'est faux. On sait très bien, tout ça c'est de la manipulation de texte. Ils sont très très forts pour vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, en utilisant des phrases toutes bêtes comme ça, parce que en vérité notre cerveau des fois il a un fonctionnement un peu simpliste. On va prendre une seule phrase et elle va rentrer dans notre tête. Le mec il va dire ça, pour le mec moyen qui se renseigne pas trop, qui va entendre des phrases comme ça, il va dire la situation elle est plus compliquée, parce que lui il dit que en fait ils ont proposé des trucs mais que ça a refusé en face.
Ah non, c'est pas du tout plus compliqué. C'est juste que c'est eux qui utilisent une façon de parler où ils dissimulent ce qui les intéresse, ce qui nous intéresse. Et ils disent que ce qui les avantage. Tous les politiques font ça. Oui, tous les politiques font ça. Mais là c'est d'autant plus important que ça parle de... Là, on parle vraiment de génocide, de guerre, de massacre. On parle vraiment d'un truc hardcore. Donc l'hypocrisie des gens, elle choque, tu vois. L'hypocrisie des gens et des gens à la télé, tu dis, moi, on vit sur la même terre qu'eux. C'est des êtres humains, eux. Ils disent des trucs comme ça, c'est des malades. Comme faire croire que la Russie a refusé le pourparler, sauf qu'on apprend qu'il y avait un accord trouvé, que c'est Boris Johnson qui a dit non à l'Ukraine. Oui, il y a plein de choses comme ça. Tu vois, ils vont te dire que la Russie ou un tel, il a refusé ça. Mais pourquoi ils ont refusé? Tu essayes de comprendre, tu comprends vite que ils étaient obligés de refuser, ou souvent des trucs comme ça, tu vois. Il adhère aux Frères musulmans, une organisation religieuse et politique fondée en Égypte. En 1987, la première intifada, appelée aussi guerre des pierres, éclate dans le camp de Djebalia. Pierre contre fusil, rapport de force inégal d'une agitation devenue quotidienne dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. De cette révolte palestinienne naît le Hamas. Créé par des frères musulmans, il appelle au djihad contre Israël. Mahmoud al-Marbou est l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas. C'est quelqu'un qui est complètement dans cette mystique de l'insurrection. Il n'y a pas de violence illégitime. En 1989, il participe à l'enlèvement et l'assassinat de 2 soldats israéliens. Ce sont les premières victimes israéliennes du Hamas. Dès ce moment-là, il devient une cible. Dans le viseur des services secrets israéliens, Mahmoud al-Marbou quitte la bande de Gaza pour la Syrie. Côté israélien, le ton est encore monté, alors que les tirs de roquettes depuis De meurtres de soldats israéliens, c'est pas des gosses en tout cas. Hein. Gaza vers le sud d'Israël se poursuivent. Des tirs qui ont tué 4 personnes depuis samedi. Fin 2008, l'armée israélienne riposte aux tirs de roquettes du Hamas. C'est l'opération Plomb durci. L'aviation israélienne a attaqué simultanément plus de 50 positions du Hamas sur l'ensemble du territoire de Gaza. Au total, 367 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive, en majorité des membres du Hamas, mais aussi des dizaines de civils, selon les services d'urgence. Mahmoud al-Marbou, c'est le grand artificier du Hamas. C'est l'homme qui est chargé de procurer au Hamas des missiles, des armes légères, enfin des roquettes, tout ce qui permet de continuer la lutte. Le Mossad a réussi à pénétrer dans son ordinateur. Donc on a quand même un suivi de ses activités, de ses déplacements, de ses approvisionnements. Et donc on s'aperçoit que les approvisionnements qu'il arrive à sécuriser sont d'une plus grande ampleur que ce qu'on croyait. À partir de 2008, on considère qu'il est vraiment une nuisance et qu'il faut faire quelque chose à son sujet. Cette année-là, al-Marbou échappe miraculeusement à une attaque de drones israéliens au Soudan alors qu'il assure un convoi d'armes iraniennes en direction de la bande de Gaza. Il y a l'idée un petit peu chimérique qu'en abattant al-Marbou, on va arrêter l'approvisionnement. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais en tout cas, il y a cette volonté très virile de... Ouais, il y avait un truc où Daesh s'était excusé d'avoir tiré sur Israël. Ouais, c'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Trop marrant, il y a vraiment du comique. Hein. Vouloir faire quelque chose de spectaculaire, et en éliminant une personne, de montrer d'abord aux Israéliens qu'on les défend, et ensuite, espère-t-on, d'intimider les autres, de faire peur aux ennemis. Quelques temps plus tard, le Mossad tente d'empoisonner al-Marbou dans un hôtel à Dubaï. On essaye de l'empoisonner grâce à des substances qui ont été mises sur ses poignées de porte, etc. Alors il va tomber malade, mais pas assez pour mourir. Il ne se rendra pas compte qu'il a été empoisonné. C'est ce qui permet au Mossad de retenter de le frapper à Dubaï. Le 19 janvier 2010, al-Marbou arrive au Al-Bustan Rotana Hotel à 15h25. Al-Marbou va arriver à Dubaï, on sait par quel vol, mais on ne sait pas dans quel hôtel il va descendre. Donc on envoie pas moins de 27 agents de Césarée, qui est le service action du Mossad, et ces agents arrivent par différents avions, ils arrivent avec des passeports de nationalités différentes, dont des passeports français. Ces agents s'installent dans les différents hôtels qu'al-Marbou a l'habitude de fréquenter.
À l'hôtel, Al-Marbou est suivi dans l'ascenseur par 2 agents du Mossad grimés en joueurs de tennis. Arrivé au 2e étage, l'un d'entre eux le suit pour repérer son numéro de chambre qui sera ensuite communiqué au reste du commando. La chambre 237, située juste en face de celle d'Al-Marbou, est réservée et bientôt occupée par une équipe du Mossad. Al-Marbou repart assez vite de sa chambre pour aller vaquer à ses occupations et à ce moment-là, l'équipe va pénétrer dans sa chambre. Alors ce sont des clés magnétiques, donc l'équipe dispose d'un appareil qui permet de déverrouiller la porte de la chambre de manière à s'introduire sans être repéré. À 20h25, Al-Marbou regagne sa chambre d'hôtel. Quelques minutes plus tard, 2 agents sécurisent le couloir. Pendant ce temps-là, l'équipe d'exécution pénètre dans la chambre 230, puis inocule un sédatif pour paralyser Al-Marbou avant de l'étouffer. On place Al-Marbou dans son lit. T'es mal les gorilles qu'ils ont ramenés. T'es mal quand ils sont balèzes les queumets. T'es mal les dos. Ah ouais frère. On place Al-Marbou dans son lit comme s'il était endormi et on met une pancarte « Ne pas déranger » à l'extérieur de manière à laisser un certain nombre d'heures passer pour que l'équipe du Mossad puisse quitter le pays. À 20h46, l'équipe d'exécution regagne l'ascenseur, rapidement suivie par les autres agents encore présents dans l'hôtel. À 22h30, ils quittent Dubaï par l'aéroport. الموساد لا يأتي إلينا ليبقى هناك لأننا نحن لم نفعل شيء في إسرائيل. En quelques jours, la police de Dubaï retrace l'itinéraire du commando, notamment grâce aux vidéosurveillances des hôtels et de l'aéroport. On identifie un certain nombre de suspects, on regarde si ces suspects sont déjà venus dans le pays et s'ils sont déjà venus en même temps qu'Al-Marbou et sa colle. Et en plus, ils sont tous liés entre eux par le fait d'avoir utilisé un même système de cartes prépayées, système américain, mais d'une société américaine fondée par un ancien officier de l'armée israélienne. La police de Dubaï identifie un numéro de téléphone autrichien ayant servi aux agents pour communiquer entre eux. Pour voyager, le commando a utilisé des passeports falsifiés de vrais ressortissants australiens, britanniques, irlandais, allemands et français. Il faut quand même reconnaître que l'équipe a multiplié les invraisemblances. On a telle personne qui fait le pied de grue dans un hall d'hôtel, puis qui se rend dans les toilettes et qui ressort avec des cheveux alors qu'il était chauve avant d'entrer. On a l'impression que cette opération n'a pas été suffisamment préparée et souvent à travers les... Pas suffisamment préparée, ou alors ils avaient vraiment le champ libre pour opérer et ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir la police sur les côtes. Après je dis ça, je théorise, je sais pas. À cet âge du Mossad, il y a un point commun, c'est une préparation trop rapide. La volonté, souvent politique, de frapper le plus vite possible, de saisir une opportunité dont on n'est pas sûr qu'elle se représente. 2 semaines après la découverte du corps d'Al-Marbou, la police de Dubaï dévoile l'identité des membres du commando devant la presse du monde entier. C'est des Américains. Ça, c'est les faux... Non, c'est leur vraie identité ou c'est les faux passeports? C'est ça la question. Mais ils étaient nombreux. Ils étaient grave nombreux. C'est les faux, ça. Le chef de la police de Dubaï veut non seulement humilier le Mossad, il se paye même le luxe de dire à Netanyahou et Amir Dagan, le patron du Mossad, si vous étiez des hommes, vous viendriez vous livrer. Donc il y a une certaine fanfaronnade, mais en même temps une fanfaronnade justifiée par la qualité du travail d'investigation qu'il a mené. Dans le camp de réfugiés de Djebalia, l'assassinat d'Al-Marbou déclenche la colère du Hamas.
لنقول لعدونا الذي ارتكب هذه الجريمة إن الثأر قادم قادم قادم. Les anciens du Mossad disent écoutez, le travail a été fait. Alors effectivement, il y a des conséquences désagréables, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'agents qui ont été brûlés, mais ils ont été recasés dans d'autres services. D'un côté, il y a la cible a bien été exécutée, d'un autre côté, tout le monde est rentré sain et sauf à la maison. En Europe, les pays dont les passeports ont été falsifiés demandent des explications à l'État israélien. En Angleterre, il y a eu des articles de presse très virulents sur le fait que soit le MI6 ne savait pas et à ce moment-là, il se fait rouler dans la farine par son partenaire Mossad, soit le MI6 savait, dans ce cas-là, il est complice. La France condamne toutes les exécutions. Et la France est une démocratie et on ne peut pas accepter cela. Voilà. Quelle bande de menteurs, d'hypocrites. On vit dans un monde de dingue, les gars. On vit dans un monde de dingue. Faut juste dire que notre pays dans lequel on vit est allié avec ce pays-là qui a commandité cette exécution, qui est coupable là d'un génocide, des pires crimes de guerre. C'est de la folie. De toute façon, vous n'avez que deux solutions. Soit vous faites du scandale, mais pour quel résultat? Pire qu'allié. Allié, c'est un mot gentil. On est une terre rattachée. Ça vous rapporte rien. C'est-à-dire que vous gelez les relations pendant un... Il a dit ça, il a fait largement pire. De ouf, Sarkozy, on avait déjà vu, je crois, l'émission Cache Investigation. Sarkozy, détournement de fonds, il a reçu de l'argent de la Libye, il a fait tuer Kadhafi. Son Premier ministre, Claude Guéant, il s'en est mis plein les poches. Son Premier ministre, Claude Guéant, pendant qu'il était Premier ministre, il a utilisé de son compte bancaire 800 € en 8 ans, je crois, un truc comme ça. Et je vous jure, 800 €, même pas 1000 € en 8 ans. Mais ils ont retracé ses factures quand il allait acheter du mobilier, des trucs comme ça. Il payait en billets de 500. Claude Guéant, le Premier ministre. Il payait en billets de 500. Il a acheté un appart en billets de 500. Que de l'argent de la Libye. C'est de la folie. Kadhafi a été couché avec Cécilia, l'épouse de Nicolas Sarkozy. En décembre 2007, Kadhafi est invité à Paris par le président français. Blablabla. L'oublier la reste du diable. Mais j'ai pas le trade, moi. Ah ouais, c'est une fenêtre. C'est pas le Premier ministre, je crois, Guéant. C'était le Premier ministre de Sarkozy, il me semble. C'est dans Cache Investigation, ils expliquent tout ça, de toute façon. C'était pas son Premier ministre, c'était... Regardez le Cache Investigation, il explique très bien, il dure 2 heures le truc. J'aurais bien regardé, mais il dure 2 heures, c'est tellement long. Mais il est incroyable. Un certain temps. Ou en plus, on l'a déjà vu. Vous êtes pragmatique, vous dites, ils ont merdé, on va essayer... Ah voilà, ministre de l'Intérieur, pardon. Essayer d'en profiter, d'obtenir quelque chose qu'ils ne nous auraient pas donné sans ça. Du côté israélien, le ministre des Affaires étrangères nie toute implication du Mossad dans cet assassinat. Ouais, I think that you saw too many movies about James Bond, and I prefer you to see more movies, more serious movies. Une opération homicide conduite par le Mossad doit nécessairement obtenir l'aval explicite du Premier ministre en Israël. C'est pas le patron du Mossad qui prend la décision tout seul. Un humoriste en France, il a été... Je sais pas s'il a été condamné, mais en tout cas, il a été convoqué par la justice parce qu'il avait dit que Netanyahou, c'était un nazi sans prépuce. C'est une dinguerie ou pas? Moi, je suis en France où on est... Wesh, c'est un truc de fou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Licencié de France Inter. L'affaire du Rainbow Warrior. C'est de la folie.